Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Giraudot. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, pour vous présenter, vous avez fait des études universitaires dans l'hygiène et la sécurité, mais il y a une fabuleuse rencontre, première fabuleuse rencontre dans votre vie qui vous a amené à devenir acrobate à cheval, jongleur, danseur de cordes. Et puis, des accidents de la vie vous ont amené à vous orienter à nouveau vers la prévention, la qualité de vie au travail. Vous avez d'ailleurs fondé en 2015 la Fédération des acteurs de la prévention. On en reparlera après. Et puis en 2018, vous avez créé donc la Fondation pour les arts de la piste, qui a pour but de préserver l'art équestre et de procurer beaucoup de bonheur aux personnes défavorisées. Et on parlera aussi de bien-être animal aujourd'hui, de votre rôle à travers des conférences que vous animez. Mais on va revenir au tout début de votre parcours et de vos rencontres. Le démarrage, ça a été quelque part, passe ton bac d'abord, une rencontre et puis une passion. Et d'abord la voie de la raison et ensuite… Eh ben, la voie de la passion. Oui, en effet, donc c'est mes parents qui ont rencontré ce personnage extraordinaire qui est Alexis Grus Oui. dans les années Mhm. 80. Donc j'avais à l'époque 5 ans. Et puis une amitié qui se lie, moi une passion qui vient très rapidement parce que quand on découvre comme ça cet univers du spectacle vivant, on ne peut que tomber Mhm. amoureux. Et donc j'avais cette famille extraordinaire comme modèle, comme idole, et en ayant un rêve secret, c'est un jour peut-être de pouvoir rentrer sur la piste, tout en me disant mais c'est impossible, c'est pas pour moi, euh, je suis trop éloigné de ce milieu-là parce que c'est tellement Oui, extraordinaire. puis il y a des codes On particuliers, imagine que puis c'est c'est bon. quelque chose, justement, c'est une famille, donc il y a des codes particuliers dans le cirque. C'est un milieu à part entière, avec ses traditions, c'est peut-être pas facile au démarrage, mais ça fait rêver en tout cas. Et vous avez, vous, la Ouais, chance d'être immergé dans ce monde-là. c'est ça. Et je rencontre très vite les enfants d'Alexis Grus qui deviennent mes amis. Donc, je passe beaucoup de temps pendant mes vacances, etc. Puis en même temps, c'est une famille qui a toujours voulu aussi partager et s'ouvrir aux Mhm. autres. Et puis, mes parents, voyant que j'avais cette passion, ce rêve et cette envie d'aller vite euh, euh, partir à l'aventure, voilà, m'ont dit, passe ton bac d'abord. Puis une fois le bac en poche, je suis revenu, mais avec un bac, on ne fait pas. Aujourd'hui, c'est un peu léger pour trouver un emploi, donc passe un Mhm. diplôme. Et c'est comme ça que j'ai regardé vite fait sur le Minitel, puisqu'à l'époque, c'était sur Ouais. le Minitel. Et j'ai trouvé ce DUT, Hygiène, Sécurité, Environnement. C'était plus le titre qui me plaisait, puis ça m'inspirait en tout cas dans ce que j'allais Et faire. Et puis puis, finalement, j'ai bien fait parce que c'est devenu mon métier par la suite. Et donc, quand j'ai eu ce diplôme en oui. poche, j'ai dit, ça y est, je peux y aller. Et donc, j'ai rejoint la compagnie Alexis Russe pendant 6 ans, à la fois comme artiste, mais comme, je vais dire, circassien. C'est-à-dire que on n'est pas que artiste, on On vit. vit dans le cirque 24 heures sur 24, 7 Ouais. jours sur 7, c'est ça. Ouais, on vit en caravane avec des tournées en France, en Europe, et voyager de ville en ville, monter le chapiteau, s'occuper des chevaux, etc. Donc c'est toute une vie C'est une autre dimension, en en fait, hein. tout. C'est une autre dimension par rapport à ce qu'on Ouais, connaît. ouais. Hein. Et en même temps, c'est extraordinaire parce qu'on voyage de ville en ville, on découvre à la fois des endroits, des gens, avec ce cocon qu'on conserve de notre troupe. On est entre nous, donc on n'a peur de rien, on n'a pas peur d'aller à la rencontre des gens. Et puis voilà, c'est des rencontres extraordinaires avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés dans d'autres domaines. Et c'est aussi la force de cette famille, c'est qu'à la fois on est dans un spectacle, donc on pourrait dire avec une espèce de Oui. scission entre le public et les artistes, et pas du tout. Il y a toujours eu cette volonté de Mhm. côtoyer le public avant et après le spectacle, qui fait que justement on fait ces rencontres Et donc, vous vous formez, en très vous très faites fortes. ces spectacles parce que vous faites beaucoup de choses hein, en même temps. Oui, alors moi j'ai démarré ce métier-là, j'avais 20 ans, donc j'avais jamais rien fait avant. J'étais très peu monté à cheval et d'un coup je deviens acrobate à cheval. Donc, il a fallu plusieurs ingrédients, déjà du Mhm. travail.
Alexis Grus, il définit son art comme le travail effacé par le Ouais. travail. Et ça, il me l'a vraiment inculqué. Et puis après, écouter, s'imprégner des anciens qui vous Mhm. expliquent ce métier et cette famille qui a vraiment voulu transmettre aussi tout cet art. Je dis aussi que j'ai souvent autant appris le soir à table avec lui, sa femme, que dans la piste. Alors, c'est un peu exagéré, mais il y a vraiment Ben, c'est un état d'esprit. cette transmission. Voilà. Et puis, toutes les anecdotes, toutes les choses sur Mhm. l'humilité que nous enseignent les anciens et parfois qu'on a perdu aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire qu'on paye énormément de formation Ouais. avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, avec des connaissances, des codes, mais qui reste Ouais. extérieur, alors que finalement, le savoir et la Mhm. transmission, on ne l'a pas. Et ça, c'est vrai que dans ce milieu-là, et notamment dans cette famille, on ne parlait jamais de Mhm. formation, on parlait de Mhm. transmission. C'est-à-dire que c'est vraiment les anciens et qui transmettent au-delà d'une Mhm. technique. Il y a bien sûr la technique, il y a le savoir, mais il y a surtout les codes, la culture. Et Ça, ça c'est s'invente pas. Et intéressant. ça, Quel serait le... Ah, bon, vous en parlez certainement, on en parlera peut-être après sur vos conférences, mais quel est le point de jonction qui peut se faire à un moment donné entre la transmission et la formation? Et comment on pourrait, même dans des entreprises extrêmement digitalisées, on va dire, où on parle maintenant de travail agile, où est-ce qu'on pourrait introduire cette notion de transmission? Ça serait. Alors, j'avais déjà lu d'ailleurs à ce propos des articles où on essayait de nos jours de réintroduire cette idée, mais c'est peut-être pas si évident que ça, et c'est peut-être quelque chose effectivement qui est en train de se perdre. Et si on arrivait à ajouter de la transmission à la formation, ce serait peut-être bien, effectivement. oui, bah, c'est vrai que dans beaucoup de métiers, alors il y a le cirque en fait partie, mais dans énormément de métiers, naturellement, avant, il y avait de la transmission. Le Mm, boucher enseignait à son mm, fils, l'agriculteur, etc. Et aujourd'hui, bah, le fils du boucher, il veut plutôt être informaticien, et le fils de l'agriculteur, il veut être développeur ou autre mm, chose. Donc, ces gens-là n'ont plus non plus la passion de retransmettre parce que s'il y a quelqu'un qui ne connaissent mm, pas, ben, on compense ça par de la mm, formation. mm, mm. Et heureusement, parce qu'autrement, on perdrait tout. Mais c'est pas pareil. Ouais. Et donc, il faut retrouver ce goût. Et c'est vrai que c'est quand ça se faisait de père en fils, ben, y a cette passion qui se transmet Mm. naturellement. Pour autant, on peut retrouver ça via la passion, parce qu'il faut valoriser justement les anciens. Alors peut-être que le mot n'est pas bien choisi d'anciens, mais les gens qui ont la compétence, Qui ont l'expérience, qu'on qui ont une histoire voilà, avec ouais, peut-être c'est ça. l'entreprise, même Ouais. si, parce qu'il y a quand même des très très grandes structures aujourd'hui qui, même si elles se sont transformées, sont extrêmement anciennes et dans lequel il peut y avoir de la transmission, même si aujourd'hui elles appliquent des de transformation agiles, etc., etc., où on pourrait retrouver ça. Alors, donc, pendant 6 ans, vous sillonnez donc les routes de France et d'Europe en tant qu'artiste. Et puis, en 2002, vous avez eu plusieurs accidents qui vous ont imposé de vous réorienter. Donc, vous créez en premier lieu un bureau d'études spécialisé dans la qualité de vie au travail. Donc là, vous vous resservez finalement de ce pourquoi vous aviez fait des études. Et puis, dans les années 2010, finalement, il y a deux choses. Il y a en 2015, donc comme je le disais, la Fédération des acteurs de la prévention, et se joint aussi la Fondation pour les arts de la piste. Et à un moment donné, il y a un point de rencontre entre ces deux. À ce point de rencontre, on va en parler après. Est-ce que vous voulez bien nous parler donc de comment vous avez cheminé jusqu'à ces deux créations? Alors, j'allais dire, c'est deux choses différentes qui sont créées un petit peu pour les mêmes raisons aussi, c'est justement de partager, de faire profiter, de se bousculer. La Fédération des acteurs de la prévention, c'est un think Mhm, tank. En fait, je me suis rendu compte que dans nos métiers de la qualité de vie au travail, de la santé-sécurité au travail, c'est quelque chose qui bouge mhm, énormément, qui évolue, parce que le travail mhm, évolue. Et il y a des choses qui sont faites, mais qu'on pouvait être mhm, acteur de mhm. cela. Et qu'on avait la possibilité de travailler sur les textes les textes et les idées qui vont faire ce que seront nos métiers dans 5, 10, 15, Mhm, 20 ans. Et donc, on a créé ce think tank pour faire justement bouger les lignes un petit peu, bousculer, et puis être acteur de ces changements. mhm.
Alors, c'est vrai que c'est énormément d'investissement. C'est un petit peu j'allais dire, le point commun avec la fondation dont je parlerai tout à l'heure. C'est que ce qui est compliqué, c'est de travailler dans l'associatif parce que c'est du bénévolat. Il faut embarquer des gens avec soi qui ont déjà un métier, une vie de famille, etc. Et il faut trouver des vecteurs de motivation pour embarquer les gens là-dessus. Par contre, c'est génial parce vu qu'il n'y a que la motivation qui fait avancer tout le monde, il n'y a que l'envie. Forcément, on est sur des choses où il y a une implication. Les gens qui sont impliqués, ils sont impliqués à 200%. Et donc, c'est vraiment plaisant. Et donc là, vous avez finalement, vous êtes résolument à chaque fois tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous motive aussi en 2018 à monter cette fondation pour les arts de la piste et quel est le point de jonction avec la Fédération des acteurs de la prévention? Est-ce que il y a des ponts? Il n'y en a pas forcément directement des ponts. C'est lié à l'histoire, mais la fondation, je me suis dit, voilà, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait que je ne veux pas que cet art équestre qui est extraordinaire et qui est presque une spécificité française disparaisse. Et puis on se rend compte que, notamment la famille Gruss, c'est une des seules familles encore à travailler sur ces 3 disciplines qui font l'art équestre. Et c'est une des seules familles au monde encore à la pratiquer. Je me dis, faut pas que ça disparaisse parce que c'est tout un pan de notre culture qui pourrait disparaître. Et au-delà de lutter pour pas que ça disparaisse, c'est surtout travailler à mieux le faire connaître. Et puis, il y a une dimension aussi dans cette fondation sociétale, c'est qu'on veut faire beaucoup plus profiter de ces spectacles aussi à des gens qui n'y ont pas accès en temps normal. Et donc, l'objectif, voilà, avec les fonds qu'on récupère, c'est d'offrir des spectacles à des enfants défavorisés ou des personnes malades. Donc, on a plein de projets en cours. Et puis, un volet environnemental aussi, pour davantage travailler sur du développement durable au travers des spectacles itinérants, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les bâtiments, sur tout ça, mais quand on a des spectacles qui sont encore itinérants, comment on peut travailler sur cette notion-là. Et puis, un volet sur le bien-être animal, qui est un vrai sujet de société pour lequel, plutôt que de se battre pour défendre ou expliquer pourquoi dans le spectacle équestre, le cheval est bien considéré, je vais dire comme un artiste à part entière. Moi, ce que je veux, c'est qu'on informe le public au sens large. Et je considère qu'une fois que les gens ont la bonne information, ils ont le savoir, ils sont capables de le juger en leur âme et conscience. Plutôt que d'aller se battre dans des débats interminables entre les pour, les contre, etc. Il faut apporter la connaissance et le savoir. Donc, plus on va ouvrir ça, et c'est aussi le rôle de la fondation, que les gens se rendront compte de ce que c'est que le bien-être animal et pourront juger intelligemment. Un des plus gros sujets dans ces débats-là, c'est qu'on ne définit pas au départ. On ne définit pas ce que c'est que le bien-être animal, on ne définit pas les différentes typologies, animal domestique, sauvage, etc. Donc, une fois qu'on le définit, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et donc, vous me parliez de conférences que vous faites avec Alexis Gruss. Quelles sont les thématiques que vous abordez? Alors, à l'origine, donc ça, c'est une autre entreprise encore que j'ai créée en 2019 aussi, qui s'appelle Charivari, où là, on fait des conférences donc avec les enfants d'Alexis Gruss. En fait, on fait la parallèle entre ce qui fait que le spectacle vivant va fonctionner avec tous ses codes et puis tous ses dangers, etc. Et comment on pourrait le transposer dans une entreprise, j'allais dire, classique. Ça, c'est un petit peu finalement mon histoire, c'est que après avoir créé Iséis en 2002, 5-6 ans après, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce qui faisait que ça avait particulièrement fonctionné et que ça continuait à se développer énormément. Et je me suis rendu compte que j'avais tout simplement transposé ce que j'avais appris dans la piste, avec tous ces codes, cette culture, cette rigueur, cette humilité, ce travail. Donc, on trouve là le point de jonction, la fameuse aussi transmission. Exactement. La fameuse transmission dont on parlait au départ. Il n'y a certainement pas que ça, mais oui, j'ai transmis alors paradoxalement, sans jamais trop parler au début de mon passé, parce que c'était mon histoire à moi et que j'avais pas trop envie de le partager. Petit à petit, je me suis ouvert et j'ai transmis en fait cette passion du travail bien fait, cette notion d'humilité, cette culture aussi de l'échec, c'est-à-dire qu'on a le droit d'échouer à partir du moment où on analyse et qu'on recommence. Et tout ça qui m'était venu du travail dans la piste, du travail d'acrobate. Et je me suis dit, j'ai envie de le partager, ça. Si ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres? Et c'est comme ça qu'on a monté
ces conférences, qui sont des conférences spectacles en réalité, c'est-à-dire qu'à la fois alors on explique les racontez-nous. choses, Ouais, et puis on vient ponctuer, plutôt que d'avoir un diaporama ou quoi, ouais, on vient ponctuer nos démonstrations ouais. de petites animations acrobatiques, de jonglage, on fait venir des gens sur scène, etc. Je livre pas tout parce qu'il y a des petites surprises, Ouais, mais voilà, ouais, ouais. on agrémente Vous faites ça. expérimenter finalement les gens. Exactement. Hein, Et puis, de le montrer au travers d'une activité de jonglerie ou quoi, c'est beaucoup plus parlant. Mhm, Et on dit, voilà, si ça marche dans le spectacle vivant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mhm, dans n'importe quelle entreprise. Donc après, on monte vraiment les conférences de toutes pièces par rapport aux objectifs mhm, que veulent atteindre les organisateurs. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis un deuxième sujet qui est ce qu'on appelle les expériences. Là, on emmène toute une entreprise dans le milieu du spectacle vivant. Donc, toute l'entreprise se déplace sous le chapiteau de la famille Grus et on va leur faire vivre au cours d'une journée complète mhm, toute une expérience. Ils vont découvrir l'envers du décor, mhm, ce qui fait que ça fonctionne. mhm, Et s'en imprégner tout au long de la journée, on va faire en fait des bascules entre les salariés qui vont participer à quelques activités, voir les professionnels s'entraîner, mhm, faire des pyramides humaines, etc. Et tout au long de la journée, on transpose ça dans des réunions de travail. mhm. Donc, on alterne la découverte, le brainstorming, la découverte, le brainstorming, jusqu'à atteindre des phases d'engagement et de se dire, compte tenu de tout ce que j'ai appris aujourd'hui, Mhm. que j'ai découvert, je suis capable maintenant de le Alors, transposer ouais. Quels sont les dans mon plus métier de jolis tous les jours. retours que vous avez? Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit d'un salarié ou d'une entreprise qui aurait peut-être mis quelque chose en place suite. Ben, par exemple, on m'explique que, souvent je leur dis, voilà, dans un spectacle, vous venez, vous avez 1 heure et demie de spectacle, c'est magnifique, on a les yeux qui brillent, on en prend plein la vue, Mhm. c'est magique. Mais on n'imagine pas ce qui se passe derrière le rideau, avant et après le Ouais. spectacle. Et on leur dit, avant le spectacle, les artistes discutent entre eux Mhm. pendant qu'ils s'échauffent. Et en réalité, on se jauge à ce moment-là. Mhm. On est en train de voir dans quel état est notre partenaire. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est détendu, voire trop détendu? Parce que dans quelques minutes, ma vie va être entre ses mains. Mhm. Et j'ai besoin de savoir ça. Ah, ok, d'accord. Et on se jauge naturellement. Des fois, on se parle. On a vraiment besoin de ça. Et puis, quand on rentre en piste, on met exactement l'énergie qu'il faut parce qu'on sait. Et puis, en sortant, on débriefe. Ouais. Et ça, quand on explique ça, on dit, voilà, quand on rentre en réunion, on ne fait pas ça. On rentre en réunion, on déroule ce qu'on avait à dire, on ressort. Et si on s'intéressait un petit peu plus à l'état dans lequel sont nos collègues, Mhm. on n'adapterait pas forcément le contenu de la réunion, mais la manière de dire les choses. Et ce qui ressort souvent quand on Ouais. explique ça et qu'on le fait expérimenter, c'est les gens disent, maintenant, toutes nos réunions vont démarrer par un comment ça va, un tour de table pour Ah, savoir voilà. comment Ok. chaque personne se sent. Et c'est important. On va travailler pendant 2 heures sur des sujets très importants, stratégiques, et on ne sait même pas avec qui on C'est va ça. Et travailler. puis, je pense que il serait bien de pouvoir dire au travail aujourd'hui, aujourd'hui, je vais pas bien. Mmh. Euh, Ouais. Et c'est important parce que celui qui adore blaguer tout le temps, on sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas lui faire de blagues. Voilà. Voilà, et puis qu'il va peut-être, il va falloir peut-être être un peu plus prévenant parce qu'il Mmh. traverse une période difficile, parce que, etc., etc. Et je pense que ça doit pas être tabou, que ça doit pouvoir être dit, Bien sûr. peu Mais importe son poste, etc. On a le droit de pas aller bien, et je pense que, voilà, je vous parlais hors antenne de cet épisode entreprise et cancer. Voilà, je pense que c'est important qu'il y ait cette délicatesse-là. oui, Et que cette délicatesse-là, on ne peut l'avoir que si on a pris justement le pouls de la personne avant et savoir, ne serait-ce que lui avoir posé la question de savoir comment vas-tu. alors il faut poser la question et surtout écouter la réponse. C'est ça. Donc, on ne soit pas dans comment ça va? Ouais, ça va. Parce que c'est un Ouais, peu souvent comme ça en ce moment. voilà. Et en fait, on n'est pas obligé de s'étaler sur pourquoi ça ne va Non. pas. Le fait, la manière de dire, même des fois la manière de dire ça va, on comprend qu'en fait ça ne va pas, Mmh. mais que la personne n'a pas envie d'en dire plus, mais qu'on sait que ça va moins bien qu'hier. Mmh. Et on a cette chance, je l'explique aussi parce que là je vous ai parlé des artistes, Mmh. mais on fait la même chose avec les chevaux, Ah, alors, puisque notre racontez-moi. vie va dépendre Ouais. du cheval. Quand vous faites de l'acrobatie à cheval, vous avez besoin de sentir dans quel état sont vos partenaires. Mmh. Est-ce qu'ils sont pareils, stressés, fatigués, etc. Et nous, ça va être des caresses, ça va être les prendre dans les bras, on a besoin de ressentir ça. Mmh.
parce que le cheval, il parle pas. Mm. Donc, quand on fait ça, ce côté tactile, c'est pour demander comment tu vas. Mm. Et le cheval, il vous répond avec ses codes parce qu'on les connaît. Donc, on se dit, c'est tellement facile de demander à quelqu'un et d'écouter la réponse. Quand on voit comment c'est compliqué, enfin, il faut avoir une connaissance des chevaux pour pouvoir le faire. Quand on se dit, c'est quand même dommage de ne pas le faire avec un individu qui parle et qui est capable de nous dire et exprimer des choses. Donc, Je suis bien d'accord avec vous. Pour terminer, je voudrais quand même juste évoquer, parce que ça fait lien avec ce qu'on vient de se dire, par rapport à l'équithérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, nous, on a développé. Alors, l'équithérapie, c'est quelque chose qu'on continue à travailler là avec la fondation. Donc, avec notamment on cherche des associations qui accompagnent les enfants autistes parce qu'on sait que c'est un vrai vecteur, le cheval, pour accompagner les personnes atteintes de différents handicaps, mais notamment l'autisme. Et puis, là, avec Charivari, on est en train de développer l'accompagnement, alors là, plus pour les entreprises, notamment les managers, qu'on appelle le management. On parle beaucoup en ce moment d'équi-coaching. Nous, on parle de management. En fait, le terme est volontairement choisi puisque le management vient du terme, en fait, management, c'est-à-dire le fait de faire aller des chevaux dans un manège. Et en fait, c'est les Anglais qui nous ont pris ce mot. D'accord. Alors, au départ, les Italiens, puis les Anglais qui l'ont volé aux Italiens. Ben Et nous, on reprend le management. Et vous voyez que le management, ça vient du cheval, en fait. Et donc, on se sert, au même titre que le coaching vient du cocher, amener une personne d'un endroit à un autre. Donc, génial, d'accord. Tout revient au cheval. Et en fait, on se sert, nous, de l'expertise, de l'expérience de la famille Gruss avec ses 50 chevaux pour, pareil, faire ressortir à la fois les compétences d'une personne, tout ce qu'il a en lui et n'aurait pas forcément, dont il n'aurait pas forcément conscience. Et le cheval est un formidable miroir pour ça. Oui. Et on montre en fait que tout ce qu'on est capable de faire avec un cheval, sauf qu'en termes de management, tous les codes que vous avez, vous devez les multiplier par 100, 200 pour que ça fonctionne avec le cheval, parce qu'à nouveau, on n'a pas la parole. On n'a pas la parole. Il n'y a que parole. des codes. Et il faut arriver à décoder, mais on obtient des choses extraordinaires. La définition la plus adaptée, c'est à nouveau, c'est une citation à nouveau d'Alexis Gruss. Il dit, dans mon écurie, j'ai 50 étalons et j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. D'accord. Du coup, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. Et c'est ça le management, c'est adapter chaque méthode, chaque chose qu'on a appris. Donc vraiment, la rencontre avec Alexis Gruss a été vraiment fondamentale finalement pour vous, et c'est quelqu'un qui vous accompagne sur beaucoup de choses. Oui, ça reste un lien avec toute sa famille qui est permanent. Ça fait 40 ans que ça dure et ça continue quotidiennement. C'est une très très belle histoire en tout cas. Alors, je vais vous poser la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur le podcast Rencontre. Et si vous pouviez dîner, passer un moment avec la personne de votre choix, du passé, du présent, réel ou fictive, si toutes les rencontres étaient possibles, avec qui choisiriez-vous de passer ce dîner? Ce serait avec Jean-Paul Belmondo. Alors, déjà parce que c'est déjà un personnage qui laisse personne indifférent par sa carrière, par ce qu'il représente. Puis, même quand il ne parle pas, il a des yeux qui pétillent, il a des yeux d'enfant encore. Ouais. Et puis, il y a une histoire dans tout ça, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le film Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Oui, tout à fait. Et qui est un petit peu l'histoire, moi, que j'essaie de raconter dans les conférences, c'est que toute proportion gardée, mais c'est un petit peu mon histoire. C'est-à-dire que vous avez ce jeune enfant Sam Lyon qui est recueilli dans un cirque après avoir été abandonné par ses parents, et puis il devient artiste, puis un jour il a un accident, donc il se reconvertit, il monte une entreprise qui marche très très bien, mais sa vie, elle est en réalité avec les animaux et en liberté. Donc il met en scène sa disparition et puis part vivre en Afrique avec les animaux. Et en réalité, l'entreprise commence à aller moins bien sans lui, donc il décide de choisir une personne pour aller le représenter dans l'entreprise et de faire vivre l'entreprise, qui est Richard Anconina, et il va lui apprendre, notamment avec cette scène très connue dans l'hôtel, il va lui apprendre tous les codes de ce qu'il a appris dans la piste pour gérer l'entreprise. L'anecdote, c'est que dans ce film, donc il y a tout un passage qui se passe au départ dans le cirque quand Sam Lyon est jeune, et Sam Lyon est incarné dans le film par
Firmin et Stéphane Gruss, Mm. qui sont les enfants d'Alexis Gruss, avec qui on fait les conférences. Donc, il y a un vrai lien dans cette histoire. Donc, j'adorerais pouvoir reparler de ce film et de tout ce ça lui a procuré. Tout est effectivement lié et fait sens dans votre histoire et dans ce choix aujourd'hui. Eh bien, écoutez, vraiment un grand merci, Vincent, d'être venu dans Podcast Rencontre. Je mettrai dans la description de l'épisode différents liens en relation avec l'épisode et puis vers le film de Code de Louche si certains ont envie de le revoir ou ont envie de le découvrir suite à l'écoute du podcast. Merci beaucoup, Vincent. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, Cécile. Au revoir.